Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Energaria. Nouvelle table ronde, son titre 2026, année de l'avènement du PV plus stockage, point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation? Parce qu'on entend de plus en plus que sans batterie, le développement du solaire pourrait buter sur un mur, réseau saturé, prix négatif, projet plus difficile à financer. À l'inverse, le couplage photovoltaïque et stockage permettrait de redonner de la valeur à chaque kilowatt produit, de mieux utiliser les réseaux et de sécuriser le système électrique. Mais où en est-on vraiment? Est-ce que 2026 marque réellement un point de bascule ou est-ce encore un horizon un peu théorique? Quels sont les usages qui fonctionnent déjà, les modèles économiques qui tiennent la route et ceux qui restent à construire? Pour répondre à ces questions, 4 spécialistes qui voient le sujet sous des angles très complémentaires vont nous rejoindre. On accueille tout d'abord Théo André, responsable flexibilité et marché pour France Renouvelable. Merci de vous joindre à nous. On entend de plus en plus que 2026 pourrait être l'année de l'avènement du PV plus stockage. Je vous demanderai très concrètement si pour vous on est ou non un point de bascule. Et on verra que notre prochain intervenant, qu'est-ce qui fait la valeur d'un système PV plus batterie? Quels choix techniques sont structurants? Nous rejoint Cyril Daniels, responsable du développement commercial, stockage, énergie renouvelable et flexibilité décentralisée chez Engie Laborelec. Vous nous direz quelles leçons tirer des pays où tous les parcs solaires sont déjà hybridés. On va voyager avec vous et on vous en remercie. Autre acteur qui suit de près l'évolution du PV plus stockage, Agrégeo Solutions, qui était à la fois opérateur et agrégateur. On accueille son directeur exécutif en charge du stockage et EMS, Antoine Aslananides. Vous allez nous parler de ce que vous appelez la phase 2 du solaire dans laquelle nous rentrerons avec le PV plus stockage. Et enfin, pour compléter ce panel, un acteur d'une nouvelle entité industrielle dédiée au stockage, un modèle sino-européen avec une customisation et un pilotage logiciel en France. Nous rejoint Jérôme Bersano, directeur d'Enexia. Vous allez nous dire comment vous travaillez à répondre aux attentes des exploitants de centrales PV qui cherchent des solutions de 2 à 4 mégawatts, des solutions modulaires. Merci à chacun d'avoir accepté notre invitation. Je précise au public, si vous souhaitez réagir pendant le temps de la table ronde, vous avez un petit QR code là sur les écrans à droite et à gauche de la scène. Vous le photographiez et vous pourrez donc accéder à une plateforme, c'est la plateforme Slido. Vous rentrez vos questions. Je vous demanderai juste de mettre votre prénom, ce sera plus sympathique, plus convivial. Et j'essaierai dans la mesure du possible de prendre vos questions à la volée. Alors, je précise pour nos invités et pour vous également qui voulez poser des questions, on va les prendre dans le temps des 3 parties que l'on a construites. Donc, on va d'abord parler en 1 de 2026. Est-ce que c'est vraiment un point de bascule? 2, on va avoir des retours d'expérience. On va parler usage, modèles économiques, valeurs créées. Et puis en 3, on verra quels sont les freins et conditions de réussite. Allez, on commence tout de suite. On va commencer avec vous, Théo André. Le titre de cette table ronde, c'est donc PV plus stockage. Est-ce que 2026, c'est l'année du PV plus stockage? Est-ce que pour vous, on est, oui ou non, un point de bascule? Qu'est-ce que vous observez déjà sur le terrain? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci premièrement pour l'accueil et pour l'invitation à la table ronde. France Renouvelable, du coup, on est une association professionnelle. On a à peu près 370 membres entreprises et beaucoup de développeurs PV et PV plus stockage. Et effectivement, il y a quelques années encore, les entreprises regardaient le stockage, intégrer le stockage dans du PV comme un peu comme un projet, développer un projet pour l'avoir sur le catalogue, mais sans vraiment avoir une motivation économique derrière. Et vraiment, depuis 1 an ou 2, on voit vraiment que les acteurs de plus en plus intègrent la composante stockage dans leur projet PV. Donc, est-ce que c'est l'année de bascule 2026? Ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, mais en tout cas, de plus en plus, les acteurs mettent une option de développement sur le stockage pour pouvoir anticiper si le projet sort dans 2-3 ans et que la situation économique sur les spots, etc., et reste la même, pour pouvoir anticiper, pouvoir faire un report de charges et valoriser leur production PV. En tout cas, ils gardent cette option dans leur développement. On est sur un changement de paradigme quand même. Ouais. On est sur un changement de paradigme et surtout,
Si on veut, aujourd'hui à l'échelle du système, si on veut continuer à développer du PV, nécessairement, à un moment donné, il va falloir commencer à intégrer du stockage pour pouvoir lisser la courbe de charge et produire au moment où c'est le plus pertinent économiquement pour le système. À côté de vous, Cyril Daniel, je vais vous poser la même question, Cyril, pour Engie Laborelec. Vous accompagnez des projets de batteries un peu partout dans le monde. Là, on va parler de la France, mais aussi avec l'illustration monde. On est ou pas sur un point de bascule en cette année 2026 qui arrive? Je pense vraiment qu'on est sur un point de bascule et peut-être pour illustrer ce point de bascule, je voudrais mentionner deux chiffres. Le premier, c'est un chiffre qui a été publié par l'ANCOE, donc le groupement européen des gestionnaires de réseaux de transport, qui a dit en 2023, on est à l'heure d'aujourd'hui 35 TWh d'énergie renouvelable sont actuellement bridés en Europe dans la situation actuelle du réseau. Donc concrètement, les projets ont été financés, ont été construits. Il y a du soleil, il y a du vent, mais le réseau ne permet pas d'absorber ces électrons verts et encore moins de les acheminer vers le consommateur final. Et donc, pour les producteurs d'énergie renouvelable, il n'y a évidemment pas de revenus, et ce qui pose un vrai problème. Et en même temps, ce qu'on a vu en France, c'est que depuis début 2025, 4,5 gigawatts d'énergie solaire a été nouvellement raccordée en France. Et donc on voit vraiment ce paradoxe. On accroît la capacité solaire et en même temps on bride cette énergie renouvelable. Et donc un besoin de flexibilité est tout à fait essentiel à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française. Et la solution qui s'impose et qui va s'imposer, je pense, en 2026, c'est clairement les batteries, qui sont un outil de flexibilité fantastique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu, nous, à Laborelec. On travaille partout dans le monde, notamment au Chili, en Californie et aussi dans d'autres pays du monde comme l'Australie, où les prix négatifs l'après-midi étaient vraiment importants. Le bridage, comme je l'ai mentionné, est un véritable problème. Et ensuite, la congestion locale des réseaux, autant au niveau de distribution, au niveau de transport, engendre finalement un besoin de flexibilité de batterie, d'hybridation en tout cas, qui est tout à fait nécessaire. Et clairement, je pense que l'année 2026 va être l'avènement en tout cas de cette hybridation. Voilà, vous devancez une question que nous pose Yanis. Les réseaux de transport et de distribution sont-ils dimensionnés pour absorber toute cette demande? Alors non, justement, parce qu'on voit évidemment que l'objectif, en tout cas, d'un gestionnaire de réseau, c'est d'accroître les raccordements entre les différents pays pour justement échanger cette énergie. Mais au niveau local, au niveau des raccordements, on voit qu'en France, et je pense qu'on va en parler plus tard, on voit que les demandes de raccordement explosent et cette capacité n'est pas disponible. Alors, deux solutions sont possibles. Soit on investit massivement dans les infrastructures réseau. Et donc là, finalement, le public, la France va devoir investir dans ces réseaux, ou alors les acteurs privés vont eux-mêmes solutionner le problème avant d'injecter cet électron en hybridant, en stockant cet électron solaire l'après-midi dans la batterie et en l'injectant le soir ou durant la nuit pour finalement diminuer le stress sur ces réseaux de distribution et de transport. Et donc c'est là maintenant qu'on est dans un point de bascule à nouveau au niveau des investissements. Merci, on continue ce tour de table pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, comment vous répondez à cette question. Antoine Assanides, vous dites qu'on est sur la phase 2 du solaire. Qu'est-ce que vous entendez par la phase 2? Oui, déjà merci, merci de nous avoir invités, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors phase 2, oui, on s'est parlé avant, et du coup phase 2, pourquoi phase 2? Phase 1, si on dit que phase 1 c'était l'injection au gré du soleil, on voit bien qu'on est à la limite de cette phase 1 et le stockage va apporter la flexibilité qu'il faut pour rentrer dans une phase 2. Alors est-ce que 2026 sera une explosion? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Il y a quand même pas mal de signaux convergents qui montrent que oui, et ce vœu de faire rentrer les ENR ou la production solaire et éolienne dans le marché, au sens prédictibilité, etc., bah oui, grâce au stockage, on peut le faire. Donc oui, je crois qu'on attaque une phase 2. C'est certain. Et si on regarde nos voisins, tu l'as mentionné, mais même nos voisins européens, de l'autre côté du Rhin, c'est clair qu'il y a des taux de pénétration bien plus élevés et beaucoup de stockage. Et il le faudra. Alors, c'est pas la seule solution. Mais oui, donc PV plus stockage, oui, moi j'aime bien cette formule. Et peut-être un dernier petit point. On est probablement à un point de coût assez bas au niveau matériel, j'entends, donc que ce soit les modules photovoltaïques ou les batteries. On est probablement à un point assez bas. Malgré ça, c'est mon petit souffle d'air froid après l'air chaud. Malgré ça, ça boucle pas encore, le business plan boucle pas sur de la pure autoconso par exemple. Donc
malgré des coups bas, on a besoin d'aller chercher un empilement de revenus, un peu moins qu'avant, mais quand même. Donc voilà, c'est encore un peu compliqué. Merci. Jérôme Bersano, alors vous, j'imagine que vous allez répondre oui, puisque vous avez créé une nouvelle entité industrielle pour essayer de rentrer sur le marché. Donc vous y croyez vraiment et vous pensez qu'en 2026, on peut être à un tournant? Complètement en fait. Et peut-être pour un peu de retour sur les années passées, j'ai passé 3 ans chez Norvolt à développer des solutions pour le stockage stationnaire notamment. Et la conclusion qu'on avait eue, c'est qu'on voit vraiment une évolution. Donc on passe d'un système plutôt de système standalone avec des stockages isolés à un besoin, et on l'a vu venir bien avant la France, hein, sur beaucoup de pays européens, un besoin d'avoir du stockage hybride où on va venir compléter nos systèmes existants ENR avec des solutions de stockage. Et ça, c'est crucial. Et sincèrement, on a dû contacter la grande majorité des développeurs européens. Et au moins 80% d'entre eux nous disent que c'est un besoin. Souvent, en fait, la problématique est plutôt une problématique réglementaire parce qu'on n'a pas cette capacité à pouvoir installer autant qu'on voudrait, notamment dans l'hybridation. Mais c'est clair que pour eux, c'est quelque chose qui doit arriver. Et nous, on en parlera tout à l'heure, hein, par rapport aux solutions qu'on va proposer, mais on a vraiment pris le choix, le parti pris de développer des produits spécifiquement dessinés et développés pour le stockage hybride, parce que ce sera le futur. À partir d'un partenariat avec un partenaire chinois. C'est ça, en fait, l'idée est vraiment d'avoir une intégration avec un actionnaire producteur de systèmes industriels de batteries et un acteur français qui va pouvoir lui effectuer le pilotage pour apporter des solutions techniques de pilotage sur nos systèmes de batterie. Mais donc intégrer ce partenaire industriel directement dans l'actionnariat pour pouvoir depuis l'Europe faire une conception des produits tels qu'on les désire et offrir aux clients européens et aux clients français des solutions clés en main qui soient à un prix similaire à ce qu'on peut trouver sur des solutions de producteurs asiatiques ou chinois qui viennent proposer leurs produits, mais avec cette composante customisation, adaptation à leurs besoins, qui actuellement est vraiment un besoin d'hybridation. On va en parler dans quelques instants, puisque la deuxième partie va être consacrée au retour d'expérience. On va parler usage, modèle économique et puis valeur créée. Auparavant, on a des questions qui nous parviennent, donc on va les prendre. Questions courtes, donc réponse courte, messieurs. Donc une réponse brève pour qu'on ait le temps vraiment d'aborder ensuite tous les sujets. Et puis sentez-vous très libre, hein. Si vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse, hein. Alors, on est parti. Les délais de raccordement sont longs essentiellement pour des raisons contractuelles bloquant les projets hybrides. Que pensez-vous des propositions de RTE et de la Commission européenne de prioriser les raccordements en fonction de la maturité des projets? Bon, c'est vrai que je vous ai demandé de faire des réponses courtes, mais quand les questions supposent des réponses un peu plus élargies, bon, c'est un exercice. Oui, ce sujet-là, je me permets, ce sujet-là effectivement est complexe et beaucoup plus large même que la production et le stockage. On est dans les discussions avec RTE et on comprend que premier prêt, premier servi, un changement de paradigme dans le réseau, avant tout, c'est pour aller trier la file d'attente côté conso, avant tout. Priorité à des carbos, on a des consos, on ne sait pas trop quand ils vont arriver, si les projets vont se réaliser ou pas, data center, etc. Nous, on considère que côté production, les S3R ENR font le travail en termes de définition du gisement et de priorisation de la file d'attente, et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller revoir l'ordre de file d'attente pour les projets de production. Pour le stockage, notamment à HTB, la question reste ouverte. Est-ce que, avec l'arrivée de cartes au stock, etc., est-ce qu'un jour il faudra refaire du tri dans cette file d'attente-là? Nous, on ne se positionne pas encore sur ce sujet. Sarah qui rebondit aussi. Bonjour, même pour les batteries, les capacités de raccordement ne permettent pas le raccordement. Que faire? Ouais, non, je redis. Même pour les batteries, les capacités de raccordement ne permettent pas le raccordement. Que faire? C'est pas très clair. On va demander à Sarah de préciser. Hop. La complexité de la gestion opérationnelle de systèmes BESS n'est-elle pas sous-estimée? Quid du surcoût de l'OPEX?
Je pense que justement pour les batteries maintenant, ce qui compte, c'est justement l'empilement des différentes sources de revenus et donc l'arbitrage notamment, fournir des services ancillaires pour la gestion du réseau. Et donc ça complexifie finalement le pilotage des batteries, surtout si elles sont colocalisées avec un parc solaire. Donc en fonction de l'hybridation, en fonction des objectifs, finalement l'EMS, l'Energy Management System, mais aussi le Power Plant Controller vont avoir un rôle très actif dans ce pilotage et surtout pour extraire cette valeur et cette flexibilité de la batterie. Et je pense que mes collègues vont pouvoir rebondir sur l'impact que ça peut avoir sur la batterie. Alors justement, ça nous permet de rentrer dans le détail et justement d'aborder la deuxième partie de cette table ronde sur la valeur. Donc Cyril Dagnac, je vous proposais de continuer. Pour vous, qu'est-ce qui fait vraiment la valeur des systèmes PV plus batterie? C'est quoi les grands atouts? Alors pour moi, il y a plusieurs atouts. Le premier, c'est la modularité finalement du stockage. Le stockage, on parle souvent en unités de containers, on parle en containers maritimes, 20 pieds, 40 pieds. Et donc on peut adapter cette capacité, cette énergie de stockage en fonction de différentes contraintes projets. La première contrainte, évidemment, c'est le foncier. Ensuite, la production locale, qu'elle soit solaire ou éolienne d'ailleurs, les contraintes de raccordement et aussi les cas d'usage. Je parlais de l'arbitrage et des services ancillaires. Donc toutes ces contraintes vont nécessiter de trouver un optimum en termes d'énergie, en termes de capacité de stockage. Et cette capacité peut évoluer au cours du temps. C'est ce qu'on appelle une augmentation. On peut augmenter finalement l'énergie à stocker en fonction de la dégradation de la batterie, en fonction des cas d'usage. Le deuxième point, je dirais, c'est la mutualisation des infrastructures. En termes de CAPEX au niveau d'investissement, lorsqu'on considère dès la phase de conception d'hybrider un parc solaire, on va pouvoir mutualiser par exemple les coûts de raccordement, on va pouvoir mutualiser aussi les travaux électriques, les câbles, les transformateurs, etc. Et donc on a une certaine résilience finalement à ce niveau-là. Nous, à la Borlex, ça fait environ plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur l'hybridation, notamment au Chili et en Californie, où là, pour prendre un exemple chilien, et la comparaison avec la France va s'arrêter là, mais en tout cas, c'est un réseau qui est énormément, avec beaucoup de parcs solaires. La pénétration solaire est très, très grande. Donc, chaque électron produit l'après-midi, finalement, coûte de l'argent aux producteurs d'énergie. Et donc, le business plan est très simple. On stocke l'après-midi et on injecte le soir, en tout cas, lorsque le réseau permet de l'accueillir. Il y a deux grandes familles d'hybridation. Une hybridation qu'on va dire complète. Et là, c'est un couplage en courant continu. On va coupler le parc solaire avec la batterie. Et donc, d'un point de vue réseau, il va considérer comme une unité commune. Est-ce que l'électron vient du solaire ou de la batterie? Aucune question. Finalement, pour le gestionnaire de réseau, c'est une seule unité. Ou alors, si vous avez déjà des parcs solaires existants, vous allez colocaliser cette batterie avec le solaire. Et le pilotage, à ce moment-là, est plus indépendant, je dirais, et permet en fait plus de flexibilité en termes de déploiement des projets. Voilà, et ça c'est important. La question du design, elle va conditionner la performance. Tout à fait. Et donc, dès la conception des projets, au moment où on va déposer les permis, comprendre quelle technologie est en œuvre, comment est-ce qu'on va piloter cet ensemble hybride est assez critique. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la partie contrôle, parce que le contrôle, c'est ce qui va activer la flexibilité et donc activer vos revenus. La flexibilité, tant en solaire en termes de bridage, mais aussi en termes de pilotage batterie. L'objectif, c'est d'aller chercher des poches de valeur tant sur le marché de l'énergie que sur le marché des services ancillaires. Et donc, si dès le départ, on a un système qui est résilient, ça permet de solutionner des problèmes avant de les créer sur le réseau. Et donc, pour un producteur d'énergie, avoir le contrôle sur les problèmes, mais c'est surtout apporter une grande solution au niveau des revenus. Théo André, là, on est parti au Chili. On va revenir en France. Si on regarde les usages, quel est l'avenir vraiment des batteries couplées au PV? Quel usage pourrait dominer demain et quel modèle économique peut tenir la route? Effectivement, ça, c'est la grande question qui permettra de répondre à la question de la table ronde. Et elle est même triple en fait aujourd'hui, à la maille du système. Si on veut continuer à développer du photovoltaïque, il faut forcément l'accompagner de stockage. Et c'est ce que font tous les pays voisins qui développent massivement du photovoltaïque. Donc ça, à la maille du système, l'équilibre économique, on le comprend bien qu'il faut associer du PV à du stockage journalier. Mais une fois qu'on a dit ça, à la maille d'un projet, l'équilibre économique, il se trouve selon plusieurs facteurs. Déjà, c'est soit on développe du PV seul, soit du stockage standalone, ou soit on essaye de le coupler. L'intérêt de le coupler, on peut le voir du côté, on ajoute du PV sur le stockage, du stockage sur le PV,
ou bien à l'échelle de mon portefeuille, je vais développer du stockage tout seul et du PV par ailleurs sur d'autres sites. L'équation PV plus stockage, elle est complexe et elle dépend de 3 paramètres qui font que chaque projet est à chaque fois unique et il faut refaire tourner les modèles à chaque fois parce que la première économie qu'on cherche avec du PV plus stockage, le premier intérêt, c'est économie de CAPEX, de coût de raccordement. C'est une fois, on économise, bon, elle dépend de si on est loin du poste source ou pas, elle dépend de combien de mégawatts de PV on met, combien de mégawatts de stockage on met. Voilà. CAPEX RACO, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui qui nous vient en tête rapidement, c'est effectivement décaler la production PV pour aller l'injecter au moment où c'est économiquement le plus viable. Donc ça permet de lisser la cloche. C'est le deuxième intérêt par rapport au PV seul. Et le troisième, qui aujourd'hui est une condition nécessaire pour pouvoir ajouter du stockage sur du PV et que le projet boucle à la fin, c'est que le stockage participe au service système, qui est aujourd'hui un revenu essentiel pour installer du stockage. Et cette équation-là, elle est compliquée parce que plus on économise du RACO CAPEX, plus on va venir contraindre la participation de la batterie sur les services systèmes au moment où on a décidé d'économiser le raccordement. Et donc du coup, on va perdre un peu de revenus sur les services systèmes. Donc il y a une équation globale qui doit être trouvée en fonction du projet. Et en plus, on rajoute la dimension de temps, c'est-à-dire que dans le temps, aujourd'hui, les services systèmes là sont très intéressants pour les batteries, encore à 1, 2 ans, 3 ans dans les prévisions, tant qu'on n'a pas 2, 3 gigas, peut-être 4 gigas de batterie dans le système électrique. Mais dès lors qu'on va passer les besoins de services système et la réserve primaire, le prix de la réserve primaire s'est déjà un peu effondré, les revenus sur les services systèmes vont baisser. Et donc l'équation d'économiser du RACO, mais je perds des revenus service système, au fil du temps, elle change aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, quand on parle aux acteurs, chacun a sa petite équation, chacun un prévisionniste a sa petite équation, etc. Mais on a l'impression qu'à court terme, en ce moment, rajouter une batterie de 2 heures sur une installation de PV, c'est pertinent. Et après, en puissance, ça dépend des stratégies, mais c'est soit on met la même puissance ou soit un peu moins. Voilà. Merci, on a pas mal de questions. Je vais finir le tour de table là, sur le modèle économique, sur la valeur créée, et on va prendre ensuite ces questions. Jérôme, vous qui êtes à l'écoute du marché, puisque vous lancez votre solution en 2026, là, vraiment tout début 2026, vous visez le marché des centrales PV. Vers quoi s'orientent les besoins et que vous demandent déjà les opérateurs que vous avez pu rencontrer ? Alors sur ce sujet, je vais revenir sur ce que disait Cyril. En fait, la modularité est vraiment clé. Aujourd'hui, on a un marché en fait qui est assez instable dans le sens où il n'y a pas forcément une politique claire sur ce qu'il faut faire. Les aides ne sont pas forcément clairement définies. Mais on a de l'autre côté des industriels qui sont vraiment dans un besoin en fait d'augmenter leurs revenus, en tout cas d'arrêter de perdre les revenus par rapport à ce qu'ils pouvaient gagner encore il y a quelques temps. Et donc du coup, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de la modularité. Et le constat, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui des solutions qui existent avec des petites armoires, avec des énergies embarquées de 250 kWh qui ne sont pas adaptées pour ces systèmes de parcs éoliens et photovoltaïques. Et puis on a à côté des systèmes beaucoup plus gros, avec des containers 20 pieds, de 5 MWh et plus, qui sont parfois trop gros pour les besoins des clients. Et puis on a aussi parfois des investissements qui sont limités, donc on ne peut pas passer directement sur des gros systèmes à plusieurs containers. Donc le besoin en fait qu'on a vu nous venir, qui en fait est basé sur une demande des clients, c'est d'offrir une solution qui soit entre les deux, qui apporte beaucoup de modularité, beaucoup de flexibilité et un pilotage qui puisse être défini comme le veut le client. Donc pour résumer, pour faire court, on a développé un nouveau produit qui est un bloc qui ressemble à un container 10 pieds dans lequel on a 2 MWh d'énergie embarquée. Et on offre au client en fait tout un panel de possibilités en fonction de ses besoins. Soit on lui vend un système d'essai, donc juste les batteries, avec un groupe de réfrigération à côté qui peut être décalé si on le désire. On peut venir l'augmenter pour passer à 4 MWh. On peut faire de l'augmentation de système par la suite si le budget est limité ou qu'on veut plus tard augmenter le système. Mais on lui propose aussi d'avoir l'intégration de la conversion dans le système et toujours décalé du bloc batterie. Et donc en fait, la clé, elle est vraiment là. C'est permettre au client de faire ce qu'il a envie de faire selon ses besoins, selon ses moyens et apporter une solution qui aujourd'hui n'existe pas.
Merci. Antoine Asnides, alors Agrégeo, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois opérateur et agrégateur. Donc j'ai envie de vous demander, pour un développeur ou un client final, où se trouve la vraie valeur d'une batterie couplée au PV et qu'est-ce que ça change très concrètement aussi dans votre métier d'agrégateur? Oui, alors on a cette chance de faire un peu les deux, j'espère de bien faire les deux. Donc effectivement, on installe, on opère des batteries, mais on est aussi agrégateur. Et donc on valorise l'électron qui rentre et qui sort de cette batterie. Et c'est quand même un objet formidable, la batterie. Je veux dire, c'est une flexibilité fantastique et donc ça réagit extrêmement vite. Et donc vous avez entendu parler de différents marchés. Une batterie, ça permet d'aller jouer sur tous ces marchés-là. Donc on peut faire de la réserve primaire, du secondaire, on peut aller jouer sur le marché spot, donc le prix de l'énergie dans la journée. Et c'est cette variabilité ou cette capacité à aller jouer sur différents marchés qui donne une telle valeur à la batterie. Alors, en Allemagne, on valorise en France et en Allemagne. En Allemagne, on a un marché qui est bien plus avancé en termes de pénétration de renouvelables. Et donc, l'effet de cette pénétration-là, c'est une grande variabilité des prix dans la journée. Donc, un spread, prix bas, prix haut dans la journée, extrêmement haut. Vous valorisez une batterie en des temps de retour qui font rêver dans notre industrie. C'est extrêmement profitable aujourd'hui en Allemagne de faire de l'arbitrage énergie avec une batterie. En France, on a un mix électrique qui est un petit peu différent, comme vous le savez, un taux de pénétration de renouvelables un peu plus faible. Aujourd'hui, c'est la réserve secondaire. Voilà. Si vous voulez, dans les 2-3 ans, essayer de rentabiliser votre batterie, faites de la réserve secondaire. Ces marchés de réserve, ils ne sont pas infinis. Donc, normalement, à terme, on devrait saturer. Alors, si on regarde la file d'attente chez RTE du nombre de gigawatts de batteries qui sont en attente, voilà, ça va répondre aux besoins du système. Mais, entre-temps, le spread français, et donc prix bas, prix haut, il aura probablement varié, plutôt à la hausse. Donc, c'est cette évolution de revenus dont on parlait qui s'adapte au marché et qui... il faut que vous ayez un objet, une capacité de le piloter qui vous permet d'évoluer avec le temps et d'être extrêmement réactif parce que ces marchés se modifient en permanence. Merci Antoine. Alors je vais prendre une série de questions. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces sur les questions où vous souhaitez qu'on les aborde en priorité. Donc je vais prendre celle qui a 3 petits pouces. C'est celle de Bruno. Lors de la demande de raccordement, la capacité de la batterie va-t-elle saturer virtuellement le poste source alors qu'elle va en fait le soulager? Oui, alors il y a les règles. Les règles aujourd'hui, c'est plutôt comme vous le savez, hein, c'est d'additionner les deux. Puissance PV plus puissance batterie. Ces règles-là, elles vont évoluer. Alors aujourd'hui, oui, c'est un petit peu contraignant. On sature assez vite en puissance max, mais ça va changer. Il n'y a pas de souci. Et c'est pas si évident que ça soulage le poste source. Et c'est le travail des gestionnaires de réseau aussi de calculer tout ça. Effectivement, on discute avec les gestionnaires de réseau et notamment Enedis aux alentours du 17 mégas de faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Mais c'est pas plus 5 mégas de batterie ne soulage pas nécessairement de 5 mégas le poste source et notamment étant donné que la batterie elle peut sur les services systèmes décider d'injecter et de soutirer dans un sens comme de l'autre très rapidement. Ça libère pas forcément de contraintes sur le poste, voire ça peut quand même l'aggraver. Donc voilà, cet équilibre-là, il faut quand même le trouver. Et donc c'est les gestionnaires de réseau qui calculent ça. Mais c'est vrai qu'on peut quand même un peu optimiser, et donc c'est des choses qu'on regarde. Le déploiement du PV plus stockage est-il compatible avec les mécanismes de soutien public? Bonne question, on est en plein dedans. Il y a quelques années, c'était pas si clair mais clarifié. Certains y allaient, certains n'osaient pas prendre un risque, de mettre le contrat à risque. Récemment, Enedis, enfin récemment non, il y a 2-3 ans déjà, mais Enedis a clarifié un schéma de comptage qui fonctionne pour dissocier les flux, batterie, PV, etc. Et encore plus récemment, la DGEC a ouvert une période de concertation pour aller même encore un peu plus loin potentiellement. C'est encore en concertation, le GT de clôture est la semaine prochaine, sur comment intégrer le stockage aux AO, voire même à l'équilibre économique des AO. Alors pour l'instant, ils proposent juste de supprimer la prime prix négative pour favoriser l'ajout de stockage dans les AO. Nous, on ne pense pas que ce soit forcément la
la meilleure solution ou la plus intelligente. Peut-être que travailler sur d'autres solutions pour être plus pertinent pour le système. Mais donc, pour répondre à la question, c'est en cours. Voilà. Très bien. Jules me pose cette question. N'y a-t-il pas plutôt intérêt à développer des projets de batteries stand-alone au bon endroit du réseau électrique qui pourraient bénéficier à tous les acteurs du réseau plutôt que d'hybrider les centrales PV? Et dans la même veine, on a la même question, hybridation à la maille réseau n'est-elle pas plus intéressante qu'une hybridation à la maille du cycle de production? Peut-être à ce niveau-là, quelques retours d'expérience. En Belgique, on a récemment, avec la Borelec, mis en service une batterie de 800 MWh, qui est la plus grande batterie d'Europe à l'heure d'aujourd'hui. Et clairement, elle a un objectif structurant au niveau du marché, qui est raccordé au niveau du réseau de transport, et va permettre d'aider finalement à équilibrer les flux à l'échelle d'un pays, voire même de plusieurs pays grâce aux interconnexions. Mais par contre, l'hybridation locale en moyenne tension ou parfois sur des niveaux de tension qui sont beaucoup plus bas vont, eux, permettre de résoudre des problèmes locaux. Et donc, c'est une complémentarité. Je pense qu'avoir des batteries stand-alone vont permettre d'équilibrer un portefeuille. On en a parlé aussi, qu'on a plusieurs assets, essayer justement d'avoir un équilibre au niveau portefeuille, mais aussi solutionner des problèmes locaux et ainsi soutenir le déploiement des énergies renouvelables est une solution qui est tout à fait complémentaire au stand-alone, en tout cas de notre point de vue. Quel est le bon moment pour envisager l'hybridation d'une centrale PV et quelle autorisation prévoir? Il y a le schéma classique qui est vous arrivez en bout de tarif de rachat et vous vous demandez si vous n'allez pas remettre 100 balles dans la machine et hybrider. Et tu l'as dit, il y a un effet synergie CAPEX au moment de la construction, ça c'est évident. C'est-à-dire si vous pouvez le faire au même moment, faites-le au même moment. C'est un gain inestimable. Bon, allez, on part sur la dernière partie, la troisième partie. On va parler des conditions de la réussite et après on prendra vos questions. On fera aussi circuler un micro pour ceux qui souhaitent remonter des témoignages et qui veulent davantage d'expressions que juste 57 caractères. Alors, avec vous Cyril, vous l'avez évoqué, la technologie elle est prête, mais tout dépend pas que de la technique. Si on veut déployer massivement le PV plus stockage en France, pour vous, c'est quoi les conditions de la réussite? Quelles sont les conditions incontournables? Alors, ce qui est incontournable, et ça c'est pour moi un leitmotiv en tout cas aussi pour la Borelec, c'est la sécurité. Il nous faut des produits, des batteries qui sont sûres, qui sont aussi contrôlées de manière de qualité et donc s'assurer finalement qu'il n'y a pas de risque opérationnel tant au niveau de la construction que l'exploitation. Pour la filière de manière générale et pour le secteur batterie, voilà, personne ne veut un feu dans son jardin et donc ça je pense que c'est très important d'avoir des produits qui sont finalement homologués, qui ont des standards très élevés en termes de conditions sécuritaires et aussi avoir cette idée d'avoir un produit qui est ce que j'appelle safe by design. C'est-à-dire que plus le produit, dès l'achat, va permettre de réduire les risques opérationnels, va permettre finalement de réduire les systèmes, on va dire, de nuances et d'essayer en opération de ne pas exagérer en termes de surcoût pour combler un problème du produit. Le deuxième point, je dirais, c'est la partie qualité. On voit maintenant qu'il y a une pléthore de produits qui arrivent sur le marché. On voit une course à la densité. On voit qu'il y a quelques années, il y a 4 ans de ça, un conteneur de 20 pieds contenait environ 2,5 MWh. Maintenant, on voit sur le marché 5 à 6 MWh pour le même conteneur. Donc on peut se poser la question, mais qu'en est-il finalement en cas de feu, la propagation thermique, qu'en est-il aussi finalement du feu, la propagation de conteneur en conteneur? Toutes ces questions-là doivent être absolument étudiées dès la phase d'ingénierie, dès la phase de design, je dirais même dans la phase de dépôt de permis, pour s'assurer que tous ces risques-là ont été bien cartographiés et qui permettent ensuite d'avoir une certaine sérénité pendant l'exploitation. Donc en conclusion, ce que je dis souvent à tous nos clients partout dans le monde, c'est que si vous avez une batterie, j'ai entendu que c'est un outil fantastique de flexibilité, la seule chose que vous savez, c'est que vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Vous savez que le marché va évoluer, vous savez que les services vont évoluer, la manière de piloter la batterie va évoluer. Donc si vous avez un produit qui est à la fois safe et performant parce qu'il a été audité de manière technique en amont, vous vous achetez finalement de la sérénité pour 15 à 20 ans, notamment en termes de pilotage et de
et d'utilisation de votre batterie. Théo, André, puisqu'on parle des conditions de la réussite, parlons peut-être des freins aujourd'hui vraiment au déploiement. Vous identifiez plusieurs freins au déploiement? Oui, on a tout un panel de freins, réglementaires, économiques, visibilité, etc. Pour les lister rapidement, parce qu'on ne va pas non plus tout préciser, mais le premier, c'est un frein et un besoin de visibilité réglementaire. On a notamment les règles d'implantation ICPE qu'on attend depuis quasiment maintenant 2 ans, qui devraient sortir bientôt, mais on n'en est pas encore... on n'est pas encore totalement sûr si ça sort en janvier, février, etc. Donner de la visibilité aussi sur les règles d'urbanisme, etc. Donc, on portait la reconnaissance d'intérêt public du stockage dans des propositions de loi, mais depuis, il y a pas mal de choses qui sont passées au Parlement et elles sont plus à l'ordre du jour. Donc déjà, voilà, certains manques de visibilité réglementaire et donc un besoin de davantage de visibilité. Sur les aspects économiques également, parce que financer une batterie, c'est quand même assez risqué aujourd'hui, et plus on aurait des mécanismes qui donneraient de la visibilité sur les revenus, plus ça faciliterait le financement et aussi ça baisserait le coût du capital des batteries. Donc on a des choses qui avancent, notamment le mécanisme de capacité pluriannuel qui devrait arriver, avec des volumes qui ne sont pas encore connus, mais qui pourraient permettre quand même de donner de la visibilité, au moins sur un talon de revenus pour les batteries qui seraient éligibles à ces enchères-là. Donc voilà, besoin de visibilité économique. Sur les raccordements, on a tout de même quand même bien avancé ces dernières années, avec l'option de surstockage, les gabarits d'injection chez RTE et Enedis qui sont en train de se mettre en place. Même si, avec la sortie de Cartostock, on a un volume conséquent de projets qui sont arrivés en file d'attente, beaucoup d'incertitudes de la part des acteurs, etc. Donc ça reste un point de difficulté, le raccordement, mais les gestionnaires de réseau et la Creux ont fait en sorte que ça soit de moins en moins un frein. Donc c'est quand même une bonne chose, en tout cas ça l'est moins qu'il y a quelques années. Et le dernier qui est un peu plus macro et que nous on porte depuis longtemps, c'est que si on veut développer une filière, la filière a quand même besoin de visibilité, une visibilité industrielle pour installer des batteries en France, des usines en France, etc. Et en France, on veut pas définir le besoin de stockage à l'horizon 30-35 par batterie. Bon, déjà, on n'a pas de PPE depuis quelques bouts de temps, donc c'est encore un autre sujet. Mais alors, quand on rentre de définir les besoins ou les objectifs de stockage par batterie, on est encore plus loin dans les discussions. Nous, ça fait longtemps qu'on est un peu sorti du bois en demandant des objectifs précis de développement de stockage par batterie associés à la PPE. On était dans les premiers à le faire et après on a certains d'autres qui sont sortis aussi sur le sujet, mais encore beaucoup aussi qui sont contre. Et donc dès lors qu'on touche à la flexibilité en France, on a cette notion de neutralité technologique qui s'applique et qui est portée par beaucoup d'acteurs et notamment des très gros acteurs, qu'on comprend totalement parce qu'on est sur des marchés libres, etc. Mais qui fait qu'on n'a pas de visibilité aujourd'hui en France sur les besoins de stockage par batterie dans les plans de développement. Et alors que si on sait qu'on va développer du PV X mégas, X gigas, on pourrait y associer du stockage par batterie parce que c'est quand même très lié au développement du PV. Donc on attend le projet de loi d'ADU l'année prochaine qui doit décliner les objectifs de flexibilité en France, les besoins de flexibilité, mais le gouvernement ne va pas décliner par techno. Donc, voilà. Donc nous, c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps et qui ne trouve pas encore son chemin, et du coup qui a un manque de visibilité à l'échelle de la filière. Voilà. Merci. Jérôme, ce que vient de dire Théo à l'instant, est-ce que ça vient contrarier vos plans ou pas du tout, cette absence de visibilité sur des objectifs chiffrés? Alors, moi, je vais donner un message plutôt d'un point de vue technologique et plutôt entreprise, étant moins dans la partie réglementaire en fait. Et ce que je vais vous dire, c'est vraiment le message que nous passent nos clients. C'est de dire, de toute façon, quelle que soit l'évolution du réglementaire,
on est en situation de crise parce qu'aujourd'hui, nos revenus sont en train de s'effondrer. Donc, il faut qu'on le fasse. Alors, forcément, je comprends qu'il y a des problèmes de raccordement, que ça va limiter, mais pour eux, le schéma est clair. On ne peut plus attendre. C'est une Donc, question de survie du modèle économique. exactement. Et donc, de leur côté, il y a une vraie volonté d'investir. Les fonds sont là. Et donc, la question ne se pose plus chez eux. Est-ce qu'il faut installer du stockage? Elle est déjà prise, en fait, la décision. On va installer du stockage. Qui est des aides ou pas, on va le faire. Donc la question en fait réglementaire, elle sera plutôt importante au niveau de la capacité qu'on va leur laisser à pouvoir se connecter et à pouvoir installer. Mais d'un point de vue purement industriel, la majorité des acteurs aujourd'hui ont déjà franchi le pas mentalement, quoi. Antoine, pour rebondir un peu sur ce débat, l'avenir du solaire, il passe par ce couplage. Oui, je crois qu'il passe par ce couplage. En tout cas, si on regarde encore une fois nos voisins ou l'historique des courbes de pénétration de renouvelables dans les différents pays, oui. Il n'y a pas un seul cas où on n'a pas vu à un certain moment un seuil à partir duquel il faut du stockage. Donc le renouvelable et le besoin de flexibilité, il est présent, il est croissant et ça, il est indéniable. Il va y avoir besoin de flexibilité de plus en plus à l'avenir. Alors il n'y a pas que la batterie qui peut faire, mais la batterie me paraît un élément incontournable de cette flexibilité demain, oui, absolument. Ouais, Théo, ça veut dire que demain, même des projets de centrales PV, il faudra évidemment les associer à du stockage. Bah oui, quand on regarde l'évolution du système et des marchés, ça paraît évident. Enfin, C'est la clé de la soutenabilité du modèle économique, c'est ce que vous voulez dire? injecter du PV à midi, ça n'a plus de valeur. Et si on continue à en mettre, ça en a encore moins. Et donc, en fait, si on reste à ce niveau-là, c'est juste que pour continuer à mettre du PV et à le vendre à midi, du coup, il faut le vendre à 18h. Et comme on s'est promis qu'on allait voyager, je voulais prendre aussi l'exemple californien, je pense qu'il est assez éloquent. La Californie a dit voilà, 50% de l'énergie renouvelable consommée est un objectif pour 2035. Et donc, il y a une très très forte installation du solaire qui a créé cette cloche, on dit aussi la courbe en canard, pour ceux qui voient la duck curve, qui a créé vraiment un grand stress sur le réseau. Et surtout, finalement, le matin et le soir, on a dû injecter énormément de centrales gaz pour pouvoir justement coupler ce solaire et pour pouvoir lisser aussi les besoins à l'échelle journalière. Et puis en 2024, il y a eu un déploiement massif des batteries en Californie, justement ce couplage et cette hybridation. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement la courbe s'est lissée. Il y a eu moins de problèmes, en tout cas de delta entre le matin et le soir. Et je pense un point positif pour tout le monde et pour la planète, c'est qu'on a utilisé moins de gaz pour pouvoir justement accroître cette installation solaire. Donc voilà, je pense qu'il y a des bons exemples aussi partout dans le monde, comme quoi les batteries peuvent aussi soutenir la transition énergétique. Merci. Je préviens notre ingénieur du son qui peut donner le micro à notre hôte ou hôtesse. Et je vais l'inviter à se mettre devant la scène de manière à ce que vous la voyez bien. Vous levez la main et puis elle vous apportera le micro. Je prends une question de Marlène qui a 8 pouces. Bravo Marlène. Pourquoi la France est si en retard sur le reste de l'Europe quand on voit que la Belgique vient de sortir 800 MW par exemple? Est-ce à cause de la politique du nucléaire de la maturité? Qui se lancerait? J'allais répondre de ça, le cas spécifique français, comme sur beaucoup de sujets. Le cas spécifique français fait qu'on est en retard par rapport aux autres. Et effectivement, la baseload nucléaire fait qu'on a moins besoin qu'on prône moins le développement du stockage. Très bien, merci pour votre réponse. Est-ce qu'on a des questions micro dans la salle? Le monsieur, tout au bout. Je vous invite à vous présenter avant de témoigner ou de poser votre question à nos intervenants. Bonjour monsieur. Bonjour, Yves Langlois-Mering, je suis développeur indépendant. J'avais une question sur le modèle économique. Aujourd'hui, c'est des batteries souvent de 2 heures. On voit que ça a du mal à passer. Et j'ai l'impression que dans certains pays, on augmente la durée justement pour aller décaler plus loin. Donc il y a cette question. Et puis, je regarde votre nom en même temps, Antoine, vous disiez c'est grâce au spread qui augmente avec le taux de pénétration qu'on va aussi aller chercher de la valeur. Donc il y a ces deux questions. Est-ce qu'en développant massivement le stockage, on ne va pas justement
Le but, ça va être de lisser le spread puisqu'on va stocker. Donc est-ce que dans un premier temps, il ne va pas augmenter, mais dans un deuxième temps, diminuer? Puis est-ce que les modèles qui vont fonctionner avec des batteries de 2 heures, demain, ils ne fonctionneront plus, il faudra des batteries de 5 ou 6 heures. Donc qu'en est-il? Alors, encore une fois, hein, si je savais prédire l'avenir, j'aurais déjà arrêté de travailler. Mais non, mais quelques éléments quand même. Oui, la durée de stockage moyenne, enfin, vous le voyez aussi vous, hein, mais elle augmente. Et donc ce qui était centré sur 1 heure, 2 heures, il est plutôt centré vers 3-4 heures, voire on commence à regarder au-delà. Donc oui, les durées. Et c'est aussi associé au coût. C'est-à-dire c'est finalement maintenant s'offrir un système de 4 heures, c'est abordable. Ça ne l'était pas il y a encore quelques années. Deux, oui, alors est-ce que le fait de mettre du stockage, finalement on va lisser le spread? Oui, il y a cet effet-là, mais quand même le taux, la vitesse de pénétration des renouvelables, elle est quand même bien supérieure à la vitesse de pénétration du stockage en termes de capacité. Donc avant d'aller jouer et de réussir à atténuer ce spread, rien qu'avec du stockage, je pense que vous avez de la marge. Et peut-être rajouter quelque chose avec un point de vue plutôt industriel par rapport au temps en fait d'utilisation de la batterie. Et là, je ne parle pas que pour Enexia, hein. Je crois que c'est une tendance qu'on a chez beaucoup d'industriels d'envergure aujourd'hui. On dessine nos produits pour qu'on puisse facilement passer d'un système de 2 heures à 4 heures sans avoir à réinvestir massivement. C'est-à-dire que dès l'origine du projet, le produit qu'on va vous vendre sera par exemple utilisé en système 2 heures, mais si vous voulez demain faire un nouvel investissement et développer la batterie, on va être capable de garder le même élément de conversion et juste ajouter des blocs batterie pour qu'on puisse augmenter votre système sans devoir réétudier toute une nouvelle solution technologique. Donc ça aussi, on se prépare nous à cette évolution du marché qu'on a vu arriver déjà partout en Europe, pas en France, parce qu'on est en retard. Mais effectivement, ce sera beaucoup plus simple pour vous aussi en tant que développeur de pouvoir décider d'un changement de durée du système sans avoir à réinvestir massivement. Merci pour votre question. On a une question juste à côté du monsieur. Vous êtes déjà le micro, bonjour. Oui. Bonjour, Fabien Cato, association Gphosat. Du coup, moi, ma question elle porte un peu sur le sens un peu de stocker l'électricité sur des batteries, puisque en fait, l'électrification des usages va nous amener à passer d'une mobilité thermique plutôt à une mobilité électrique. Et la flexibilité du réseau est intéressante, etc. Je le comprends, mais pourquoi du coup pas penser les projets pour en fait rendre service du coup à d'autres thématiques, parce qu'on a plutôt tendance à réfléchir en silo et à rester sur la production d'électricité, flexibilité du réseau, mais peut-être pas aussi rendre service à la mobilité et du coup l'utilisation du véhicule qui est principalement le matin et le soir, on va dire à des heures où voilà, on peut stocker l'électricité quand la voiture est à l'arrêt et l'utiliser. Je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus et j'ai pas l'impression que ce soit envisagé aujourd'hui, vraiment. Merci. Je fais un premier élément et puis si tu veux compléter. Alors, elle est intéressante ta question parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rapport RTE qui est sorti avant-hier, je crois, qui dit alors finalement sur la voie de décarbonation de la France qui passe par une électrification puisque l'électricité n'est pas carbonée en France. Côté production, ça avance. Côté usage, par contre, ça peine à décoller. Et qui pose d'ailleurs la question de l'adéquation, toujours pareil, entre production et demande. Et il faut probablement agir côté demande pour que effectivement ça décolle. Et un des premiers usages, c'est l'électrification du transport. Et donc voiture, camion, bus. Alors il y a des expérimentations, il y a déjà des boîtes qui se montent, des modèles quasi viables sur, on va appeler ça du V2G. Donc le fait d'utiliser l'électricité stockée dans la batterie de la voiture, jouer pendant la journée où elle est garée et puis faire de sorte que l'utilisateur, quand il remonte dans sa voiture pour rentrer chez lui le soir, il ait quand même de quoi rentrer. Donc si, c'est regardé. C'est pas encore massivement déployé parce que, il faut le dire, le taux de pénétration des véhicules électriques, il n'est pas non plus complètement dingue. Donc on commence par faire simple et puis on va avancer de plus en plus. Mais oui, on est dessus, c'est un truc qui se développe.
Et peut-être pour vous donner un exemple très concret, donc nous à la Borelec, on a développé un EMS qui s'appelle Smatch et qui permet de piloter en fait de manière intelligente des bornes électriques. Et notre client, qui est la ville de Rotterdam aux Pays-Bas, en fait a contracté Smatch pour pouvoir gérer la congestion du réseau électrique grâce au chargement et au déchargement des véhicules électriques. Et donc finalement, en fonction des contraintes réseau, en fonction également des prix, si les prix sont négatifs ou en tout cas plus intéressants, les voitures vont être chargées de manière optimale et un peu comme pour l'eau chaude avec le boiler électrique, on veut avoir une douche chaude le matin et le soir, donc on veut aussi reprendre son véhicule. Donc les contraintes finalement des citoyens sont prises en compte, mais cette optimisation est faite à la fois sur les prix marchés, mais aussi pour aider justement l'électrification d'un centre-ville comme Rotterdam, qui est une très grande ville aux Pays-Bas. Et donc notre produit Smatch permet justement de faire ça et est tout à fait complémentaire avec des batteries en hybridation ou en stand-alone. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main et notre hôtesse va vous apporter le micro. En attendant, je prends des questions qui nous parviennent à distance. Alors, pour Monsieur Bersano, pourquoi ne pas utiliser des systèmes de batterie made in Europe, type SMA, plutôt qu'avec celles importées d'Asie dans votre système de partenariat? Peut-être que j'aurais dû commencer en fait à expliquer l'ADN d'Enexia. En fait, la création de la société Enexia est vraiment basée sur cette capacité à offrir des solutions européennes. Et donc, je suis tout à fait d'accord, en fait. Il faut privilégier des solutions européennes, c'est clair. Mais en fait, il faut aussi accepter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai passé 3 ans à essayer, avec mes collègues de Norvolt, à offrir une solution européenne. On n'a pas réussi pour différentes raisons. Mais il faut comprendre et accepter qu'aujourd'hui, l'avance technologique des producteurs asiatiques, et notamment des producteurs chinois, est immense. Et quand je dis immense, pour être allé plusieurs fois visiter les usines en Chine, on a au moins 10 ans de retard en termes de production de cellules et de batteries. Donc, on peut faire des batteries en Europe. Il faut les faire. Mais croire qu'on va être capable de les faire entièrement depuis la cellule jusqu'au produit final, c'est juste un rêve. C'est vraiment un rêve. Et donc, quand on a passé cette phase et qu'on accepte que finalement, la guerre, en fait, ou la bataille de la souveraineté technologique sur la cellule est perdue, alors on commence à regarder comment est-ce qu'on peut faire pour offrir des solutions en partenariat. Et donc, vous parliez des SMA, mais pour parler de ce que je connais le mieux, donc Enexia, l'idée c'était quoi? C'était de dire, on doit trouver un partenaire asiatique qui puisse partager en fait nos visions et développer la solution avec nous. On l'a trouvé, ça a été très long, et donc on s'est associé à une entreprise qui s'appelle Zetatech, qui est un producteur de solutions de stockage en Chine. Et on a créé une joint venture avec un groupe français, Syria, que beaucoup d'entre vous connaissent, basé à Castres, où on est capable maintenant d'offrir une solution complète, européenne, avec des produits qui sont finalisés à Castres, qui comprennent d'un côté la couche technologique batterie produite par notre actionnaire Zetatech, mais dont la conception et le cahier des charges a été fait par nous depuis l'Europe pour correspondre exactement aux besoins européens. Et il est complété par l'EMS de Syria, donc la partie matérielle et software du logiciel de Syria. Et donc, en assemblant ces deux strates, on est capable d'offrir une solution clé en main, flexible, européenne, en tout cas avec une chaîne de valeur européenne importante, mais en même temps en offrant des coûts qui soient très similaires à ce que vous obtiendrez si vous allez acheter un produit directement à un producteur chinois. Donc, pour finir et répondre à la question, oui, il faut des solutions européennes, c'est ce que nous demandent nos clients, c'est ce que la réglementation est en train de voir. En Espagne, c'est déjà fait. On a des projets aujourd'hui qui sont subventionnés uniquement si vous avez une chaîne de valeur européenne, au niveau, y compris avec la cellule, mais en tout cas jusqu'au niveau du pack. Et je comprends qu'en France, c'est quelque chose qui est en train de s'étudier et qui va bientôt arriver. Et ça va se faire dans tous les pays européens parce qu'on a besoin en fait d'un regain de contrôle sur la chaîne de valeur. Alors pour apporter ou non une contradiction à cette question qui est très intéressante, j'ai envie de vous demander à Antoine, Théo ou Cyril, est-ce qu'en effet c'est trop tard pour bâtir un géant européen de la batterie? Là, on aurait 10 ans de retard ou pas? En tout cas, moi, je peux dire que d'un point de vue technologique, pour étudier l'ensemble des produits qui sont sur le marché, je rejoins totalement ce qui a été dit. La bataille des cellules est perdue.
On voit déjà que voilà, on est sur des cellules maintenant, 280 ampères-heure était la base. Maintenant, on est sur du 340, 600 ampères-heure, etc. On a cette course technologique qui est assez impressionnante. Derrière ça, il y a l'intégration et c'est là qu'on peut appeler ça presque un travail d'artisanat parfois aussi en fonction des besoins. Et je dirais la partie sécurité, la partie aussi traduction finalement des normes locales des pays dans un produit est assez intéressante. Mais il faut dire, voilà, il faut dire aussi que les produits maintenant, on est sur en dessous de 100 € du kilowattheure pour le lithium-ion. Et donc, cette compétitivité aussi au niveau des projets, au niveau du business plan, elle est extrêmement importante, surtout lorsqu'on considère des très grands projets. On en a parlé, mais plus le projet est grand, si on a 4 heures de stockage, 6 heures de stockage, on est sur un nombre de containers qui peut vite être à 100 à 200 containers. Et donc du coup, l'effet d'échelle et ces produits qui sont relativement standardisés vont écraser un peu la compétition au niveau du marché, tant en Europe que partout dans le monde. Oui, peut-être enfin, je vais paraphraser, mais il y a une dizaine d'années, il y a eu cette initiative qui s'appelait EBA, qui était de faire un champion européen de la batterie. Northvolt est un des bébés de EBA. Bon, malheureusement, force est de constater que, et donc on va sur ces modèles-là. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. En tant que nous, opérateurs et valorisateurs de ces batteries, il y a un point qui devient de plus en plus critique, qui est, in fine, ce sont des composants critiques, ce sont des composants qui sont connectés au réseau électrique. Et donc, il y a des risques cyber, pour le dire rapidement. On n'a pas envie que toutes les données soient hébergées un peu, on ne sait pas trop où. Et donc, c'est une autre manière de revenir à cette souveraineté. C'est clair qu'on veut des systèmes où il y a une part européenne et une part contrôlée, et notamment les données. Alors, tu parlais d'intégration, etc. Je le vois par le système et par le système d'information. Il n'est pas question que les données du réseau et des clients partent ailleurs. Théo, vous voulez réagir? Non, vous en avez déjà fait un bon tour. Très bien. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions micro dans la salle? Je scanne la salle rapidement. Une question de Victor. Quel mode de valorisation vous semble envisageable, pertinent pour une batterie hybridée à un projet PV en AOS, CR, ACC, arbitrage marché, service système? Bon, je peux m'amuser à le redire, mais aujourd'hui, vous êtes au casino et vous voulez placer au mieux votre pion, mettez-le sur du service système, mettez-le sur de la réserve secondaire, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui, a priori, et sur les 2-3 ans qui viennent, paraît le plus costaud. Et à plus long terme, encore une fois, si je savais, j'aurais arrêté de travailler depuis longtemps. Le marché des services systèmes, il n'est pas infini. C'est quand même... il va se tarir. Donc je reviens à mon histoire d'arbitrage énergie et de spread. Et je dirais aussi que, comme on sait que ça va changer, ce qui va être très important, je pense, d'un point de vue technologique, c'est d'assurer d'avoir un monitoring justement de cette batterie au cours du temps. Et donc d'avoir les données, de pouvoir diagnostiquer la performance et la santé des batteries. Et l'objectif finalement, c'est quoi? C'est de se dire, si on avait... fait un projet avec 1,2, 1,4 cycles équivalents par jour et que finalement on en fait 2, on en fait 0,5, on voit que la dégradation est différente, tant mieux. Mais le tout, c'est d'avoir finalement un suivi et d'avoir ces données justement qu'on parlait, de pouvoir générer des indicateurs de performance et ainsi diagnostiquer finalement au cours du temps le comportement et la performance de ma batterie. Parce qu'on a eu des clients par exemple qui faisaient des services ancillaires, du FCR notamment, et puis ils ont vu une opportunité de marché pour faire de l'arbitrage. Et la question a été, mais quel va être l'impact finalement sur ma batterie? Est-ce qu'elle va vieillir plus vite? Est-ce que je suis toujours dans les garanties de mon contrat de fourniture et mon contrat d'exploitation? Et pour apporter une réponse à ça, finalement, on diagnostique la batterie, on récupère les données historiques et alors on leur génère finalement un rapport qui montre ou qui factualise finalement le comportement tant en termes de santé, de sécurité, de performance des batteries. Et c'est quelque chose que l'on fait maintenant de plus en plus partout dans le monde parce qu'on voit que les marchés évoluent et qu'ils ont besoin finalement de visibilité sur la performance de leurs batteries. On arrive au terme de notre échange. On a fait un petit peu le tour, je crois.
Ouais, très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants. Merci beaucoup pour votre éclairage, votre expertise. C'était passionnant. Merci à Antoine Aslanides, Théo André, Jérôme Bersano et Cyril Daniels.